À l'ordre, s'il vous plaît. Donc, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte et, bien sûr, comme d'habitude, je demande à toutes les personnes dans la salle d'éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. La Commission est réunie afin de procéder à des consultations particulières et des auditions publiques dans le cadre de son mandat d'initiative portant sur le phénomène du recours aux paradis fiscaux. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Il n'y a aucun remplacement, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Voici l'ordre du jour. Ce matin, nous recevrons l'Agence du revenu du Québec. Bienvenue, merci d'être présent et d'avoir l'occasion qu'on puisse discuter ensemble. Cet après-midi, nous rencontrerons le ministère des Finances, nous entendrons le ministère des Finances du Québec et M. Éric Lauzon et Maître Paul Ryan. Avant de débuter, j'aimerais donner quelques informations concernant les travaux que nous entreprenons aujourd'hui. Les membres de la Commission ont adopté ce mandat d'initiative à l'unanimité lors de la séance de travail du 25 février dernier. Par celui-ci, la Commission souhaite examiner les stratégies et les mécanismes employés à des fins d'évasion et d'évitement fiscaux par les différents acteurs de notre société. Ils veulent se pencher sur l'ampleur et les effets de l'utilisation des paradis fiscaux ainsi que les moyens utilisés pour lutter contre ce phénomène. Pour que les membres de la Commission puissent obtenir l'éclairage nécessaire à la compréhension des divers enjeux liés aux paradis fiscaux, nous entreprenons aujourd'hui des consultations particulières et des auditions publiques. À cet effet, je vais vous en faire la nomenclature. Une trentaine d'organismes avaient été contactés suite à nos discussions en commission parlementaire. Quelques-uns d'entre eux ont accepté de nous produire des documents écrits, d'autres de répondre à des questions, également d'autres de participer à nos auditions et quelques, comme vous avez pu le lire dans les journaux, il y a des secteurs d'activité qui, malheureusement, ne nous ont pas donné réponse. Je vais quand même vous répéter la liste des organismes qu'on avait identifiés pour notre mandat. Il y avait l'Agence du revenu du Canada. Et ce qu'on va faire ce matin, je vais vous en faire la liste, mais on aura l'occasion d'aller en séance de travail pour déterminer quels sont les suivis ou les suites ou les actions à poser en regard des organismes ou des personnes qui ont décidé de nous ont pas donné réponse encore aujourd'hui. Donc, l'Agence du revenu du Canada, l'Agence du revenu du Québec qui est ici présente, Mme Brigitte Alpin, l'Association de la planification fiscale et financière, l'Association des banquiers canadiens, l'Autorité des marchés financiers, la Banque nationale du Canada, la Banque royale du Canada, la Banque Scotia, la Banque TD, Blake Castle & Creighton, BMO, Banque de Montréal, Caisse de dépôt et placement du Québec, Commission d'examen sur la fiscalité québécoise, Davy Ward Phillips & Weinberg, Fondation canadienne de la fiscalité, Goodman, Institut des cadres fiscalistes, KPMG SECAR, Alain Deneau, Université du Québec à Montréal, McCarthy Tétrault, Maître Paul Ryan, Ravinsky, Ryan Lemoine, qui sera ici cet après-midi, le ministère des Finances, le Mouvement des caisses Desjardins, Oscar Olskin Harcourt, Pascal Saint-Amand, OCDE, Price Waterhouse, Raymond Chabot, Grant Thornton, Réseau pour la justice fiscale, Skateman Elliott, Tories, Transparency International, M. Patrick Pichette. Donc, c'est la liste des personnes ou des organismes qu'on avait identifiés en séance de travail pouvant participer à nos travaux. Donc, ce qu'on constate, quelques-uns nous ont répondu, ils vont participer à nos échanges, d'autres vont nous faire parvenir des informations sous forme d'un mémoire écrit, et dans des secteurs comme le secteur bancaire, mais malheureusement, on n'a pas eu encore de réponse sur le sujet et dans le secteur également des firmes comptables. Donc, c'est à nous. Okay? Dans un premier temps, ce que je vous suggère, par l'entremise du secrétaire, on va réécrire à ces gens-là, lui réexpliquer le mandat. Ce n'est pas un mandat de chasse à la sorcière, c'est pas le but. Là. Le but, ce qu'on veut, c'est d'obtenir des informations, d'être capable de faire des recommandations. Faire des recommandations auprès du gouvernement, auprès de l'Agence du revenu du Québec, pour que le Québec s'inscrive. On a vu au cours des dernières années, plusieurs pays ont mis en place des mesures, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'OCDE. Et ce qu'on veut, on veut que le Québec s'inscrive dans ce processus-là. Bien sûr, il y a des participations qui pourront se faire par la suite par le gouvernement, notre gouvernement, avec
les autres gouvernements des provinces au niveau canadien. On sait que le gouvernement canadien est un pilier important dans ce processus, mais on veut surtout bien identifier la chose. Mais on désire également renseigner la population parce qu'il y a beaucoup de documents là, qui sortent sur ce sujet-là, sur des articles où on arrive avec des chiffres qui sont parfois énormes, d'autres qui sont plus petits, d'autres, bon, quelle est la part du Québec là-dessus? On sait que Revenu Québec, au cours des dernières années, a travaillé très fort dans la lutte à l'évasion fiscale. C'est un élément important, un élément sur lequel on a beaucoup moins de contrôle, mais je pense que c'est important qu'on puisse renseigner la population et mettre en place les mesures nécessaires pour être capable de contrer ce phénomène et inscrire le Québec dans le processus pour récupérer les sommes qui lui sont dues. Donc, c'est l'objectif visé. Donc, nous aurons, au cours des prochaines semaines, à nous pencher, à réinviter ces gens-là et à nous pencher s'il y a lieu pour des actions subséquentes. Est-ce que ça va? Oui, Monsieur le député de Mercier. D'abord, j'admire votre détermination. Je pense que c'est nécessaire. On est rendu là. Le Québec a besoin que son Parlement, que ses députés fassent quelque chose pour contrer l'évasion fiscale, qui est une grave injustice. Je rappelle simplement que déjà des commissions parlementaires ont forcé par subpénat des intervenants. Je me rappelle la financière agricole en 2011. Je ne me rappelle plus le sujet, mais en tout cas pour bien moins que ça. Ensuite, il y a plusieurs années, des firmes privées alentour de la question du mont Harford. Donc, est-ce que ce serait avantageux, Monsieur le Président, je vous pose la question, dès maintenant, de signifier à ces intervenants que, le cas échéant, l'Assemblée pourrait recourir à un mandat de subpénat pour les forcer parce qu'ils sont des intervenants majeurs, centraux, dans tout le dossier de l'évasion fiscale? Monsieur le député de Mercier, je parle des banques et de KPMG en particulier. Je dois vous dire, Monsieur le député de Mercier, dans les actions à être posées par une commission parlementaire, je pense qu'il y a une gradation à faire. Okay? Dans un premier temps, moi, ce que je préconise, c'est qu'on puisse recommuniquer avec eux, réexpliquer le mandat, et par la suite, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on aura à se pencher comme commission des finances publiques en séance de travail sur les suivis ou les suites ou des éléments sur lesquels vous soulevez actuellement des choses. Mais je pense qu'il y a une gradation à faire et je ne veux pas brûler les étapes. Ce que je veux, c'est une collaboration. Je ne veux pas qu'on sente qu'on n'est pas des inquisiteurs. Notre but, là, c'est réellement de développer des outils, développer des actions pour mieux percevoir nos impôts. Mais je veux juste mentionner que c'est quand même un désaveu du Parlement, du parlementarisme et des prérogatives de l'Assemblée nationale, alors que tant de personnes, tout le monde a compris c'était quoi le mandat, puis ils se sont donné la peine de préparer des interventions, que des institutions aussi fortes, avec autant de moyens que des banques et des firmes comptables comme KPMG, aient jugé avec autant de légèreté de refuser notre invitation. Moi, ça me dérange profondément, mais je suis d'accord, si vous jugez plus opportun d'agir par gradation, tout à fait d'accord. Merci. Je vais passer la parole aux membres de la commission pour faire une courte présentation. Monsieur le député Rousseau, dans un premier temps. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, très brièvement, tout d'abord, je veux simplement dire à mes collègues là, que je me réjouis qu'aujourd'hui, on ouvre nos consultations sur ce sujet-là. Moi, je pense que c'est un sujet important qui rejoint tous les Québécois, et aussi qui est un problème là, lancinant à l'échelle québécoise, canadienne, internationale. Puis il y a présentement, je pense, un momentum à l'échelle internationale et je pense qu'on doit donc saisir cette occasion pour faire ce travail parlementaire. Alors, je suis très content, donc je veux simplement le réitérer et le redire. Deuxième élément que je veux ajouter, puis je veux que les gens le comprennent bien, c'est que le mandat, on se l'est donné de façon non partisane et moi, j'apprécie cet esprit non partisan. Et je voudrais que ça demeure, je veux que ça demeure ainsi. Voilà, donc je veux simplement le réitérer. Quelle que soit notre opinion sur ce que l'État devrait accomplir comme mission, comme tâche, il n'en demeure pas moins que le fait de s'assurer que chacun paie sa juste part d'impôt, c'est une nécessité, c'est une obligation. Et j'apprécie énormément, encore une fois, le caractère non partisan et je vais tout faire pour que ça demeure ainsi pour la suite des choses. Troisième chose, puis je trouve que les mots que vous avez utilisés, Monsieur le Président, étaient tout à fait justes. Le problème, l'objet de notre commission, c'est de bien mesurer l'ampleur du problème, de bien voir quelles sont les solutions qui sont possibles, et non pas là, de lancer de faire une chasse aux sorcières. On n'est pas là-dedans. Il y a des gens qui
ont certainement des choses à se reprocher, mais ce n'est pas nous, notre commission, qui va les accuser. Ce qu'on veut, c'est bien comprendre comment ça se passe, comment ça se déroule, et puis apporter des recommandations et des suggestions qui sont pertinentes. J'ajoute un dernier point, parce que je pense que c'est important pour ceux qui nous entendent. Il y a des gens qui se disent il n'y a rien à faire, c'est un problème international au sujet duquel le Québec ne peut rien faire. Et ça, là-dessus, je suis en profond désaccord. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup des éléments de solution qui sont des solutions à l'échelle internationale, qu'on pense par exemple, à l'échange d'informations entre les juridictions fiscales. C'est clair que ça, c'est quelque chose qui va se faire plus à l'échelle internationale. Une certaine harmonisation même des régimes fiscaux dans certaines régions du globe, c'est certainement des choses qui vont devoir se faire. Mais il y a aussi des gestes que le Québec peut poser, que le Canada peut poser. Il y a des exemples abondent, là, présentement. Au Royaume-Uni, on vient d'introduire ce qu'on a appelé la Google Tax. Les Américains sont dotés d'une loi, la FATCA. On a des conventions fiscales qui lient le Québec et le Canada à des paradis fiscaux. Toutes ces choses-là peuvent être évaluées. Puis l'opportunité pour le Québec ou pour le Canada d'aller de l'avant avec certaines lois, des changements de loi, c'est une chose qu'on doit évaluer dans notre commission. Alors, je veux simplement dire, c'est pas vrai que le Québec ne peut rien faire. C'est pas vrai que nous sommes impuissants. Il y a des choses que nous pouvons faire. Dernière chose, sur le sujet qui a été abordé entre vous, M. le Président, député de Mercier, puis c'est une question à laquelle j'ai eu l'occasion de répondre à 3 reprises depuis ce matin. Moi, je souhaite évidemment la participation des gens à qui on a lancé des invitations. J'ose croire qu'à ce jour, ils ont simplement mal évalué l'importance que ça a à nos yeux que leur présence. J'ose croire qu'ils ont simplement mal évalué. Et le cas échéant, M. le Président, moi, je serai prêt à recommander à cette commission d'utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur l'Assemblée nationale, dont celui de contrainte. Mais je suis convaincu qu'on n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Voilà, M. le Président. Merci. Merci. Je vais permettre au vice-président avec un X, M. le député de Labelle dans un premier temps et M. le député de Beauce-Nord par la suite. Oui, très rapidement, M. le Président, pour reprendre un peu les propos de mon collègue. Effectivement, on est tous très heureux que la Commission se saisisse de ce mandat et qu'on le fasse d'une façon non partisane. Et j'en prends l'engagement solennel également à ce que ça se passe de cette façon pour l'intérêt de tous les Québécois. Je pense qu'on a bien entendu le message du député de Mercier. Je le rassure à titre de vice-président que nous avons bien entendu son message et j'apprécie la réponse que vous avez donnée, M. le Président, et j'appuie votre réponse et on va travailler ensemble. Et le comité directeur qui est en charge de ce mandat et de la commission fera en sorte de bien entendre ces messages. Et effectivement, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des gens qui ont mal évalué le mandat et nous souhaitons qu'effectivement tout le monde puisse être présent pour qu'on puisse avoir des échanges fructueux sur cette problématique. Merci, M. le Président, et vous avez mon appui total et entier dans cette démarche. Merci, M. le député Laval. M. le député de Beauce-Nord. Merci, M. le Président. Alors, bienvenue à tous les confrères. Dans un premier temps, un mandat non partisan, ça me fait donc plaisir. Ça va nous faire changement un peu du Salon Bleu et du... Ça me fait plaisir, d'autant plus que je pense que le problème de l'évasion fiscale prend de plus en plus d'ampleur, pas juste au Canada, pas juste au Québec, mais partout dans le monde. Alors, je pense qu'il faut, sur le principe de l'équité entre les citoyens, l'équité entre les différentes corporations, je pense que c'est un problème auquel il faut s'attaquer de front. L'autre chose, moi aussi, je suis, comme le député de Rousseau mentionnait, je suis un peu déçu de la réponse qu'on a reçue appelons ça comme il se doit, les grandes institutions financières qui sont appelées à contribuer, non pas à tricher, mais disons à pousser la légalité jusque dans ses extrêmes pour pouvoir faire bénéficier ses clients d'exemption fiscale, on comprend ça, mais qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est là pour connaître les faits. T'sais, on veut pas de chasse aux sorcières, on veut pas accuser personne, mais on est là pour connaître les faits, pour savoir c'est quoi qui se passe. Et là-dessus, vous avez ma pleine collaboration en ce qui concerne les personnes ou les organismes qu'on veut entendre ici. J'ose espérer, comme l'a dit le député de Rousseau, qu'ils ont mal compris
l'importance de ce mandat. Mais j'espère qu'ils vont comprendre et qu'ils vont venir nous expliquer les principes légaux. J'insiste pour dire légaux parce qu'il n'y a pas personne qui va venir expliquer les principes illégaux comme ils sont pris. Mais les principes légaux qu'on pourrait changer de manière légale pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande équité entre tous les citoyens du Québec. Alors, vous avez mon entière collaboration, Monsieur le Président, et tous les confrères. Soyez assurés de la non-partisanerie de ce mandat. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres collègues, membres de la Commission, qui veulent apporter quelques commentaires? Monsieur le député de Pontiac. Rapidement, Monsieur le Président, simplement pour dire que puisqu'on est dans un esprit non partisan, je vais me le permettre, je partage ce que le député Rousseau a présenté comme présentation initiale. L'idée, évidemment, c'est simplement de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, je nous félicite tous vous félicite pour nous avoir donné ce mandat-là. Je pense que ça va être un mandat extrêmement intéressant pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, mieux comprendre les pistes de solutions, que ce soit des solutions qui ont été présentées ici, qui ont été présentées par différentes juridictions. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui va également être apprécié des citoyens, des contribuables du Québec, parce que si on prenait un sondage, et on en voit beaucoup ces jours-ci, mais si on prenait un sondage demain matin, on demandait à la population, est-ce que le gouvernement du Québec doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les sommes qui lui sont dues, qui sont dues à nous comme contribuables? Je pense que ce serait extrêmement populaire comme proposition. Alors, sur ce, Monsieur le Président, je ne veux pas retarder la Commission et ses travaux, et on a des témoins qui sont ici pour nous présenter ce qui se passe. Donc, ça va être tout pour moi pour l'instant, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Pontiac. Alors, si vous permettez, nous allons débuter avec nos invités. Donc, merci à l'Agence de revenus du Québec de participer à cette commission. Je vous laisse la parole pour une trentaine de minutes. Par la suite, suivront des échanges avec les parlementaires. Donc, la parole est à vous. Simplement à vous identifier pour qu'on puisse procéder aux enregistrements de votre nom au moment où vous faites votre présentation. Merci. La parole est à vous, Monsieur le sous-ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis Gilles Paquin, je suis le PDG de l'Agence du revenu du Québec. Et ce matin, je suis accompagné de René Martineau, qui est le vice-président directeur général pour la législation et le registrage des entreprises, et Agib Hamachi, qui est le vice-président directeur général pour la Direction générale des entreprises. Et il y a également d'autres membres de l'équipe de Revenu Québec qui m'accompagnent pour m'aider à répondre à vos questions avec le plus de précision possible. Je tiens d'abord à vous remercier de l'invitation qui nous a été faite de participer aux travaux de la Commission. Pour nous, c'est un sujet qui est très important. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous participons aujourd'hui aux travaux de la Commission. La Commission peut compter sur notre entière collaboration et nous espérons que notre participation pourra contribuer à la démarche que vous avez entreprise. Comme vous, Revenu Québec est préoccupé de l'utilisation des paradis fiscaux à des fins d'évasion fiscale ou d'évitement fiscal. Il s'agit d'un phénomène mondial et évidemment, le Québec n'en est pas épargné. L'utilisation inappropriée des paradis fiscaux vient éroder l'assiette fiscale, porte atteinte à l'intégrité du régime et, en ce sens, nuit au financement des services publics, des services sociaux et nuit à l'équité entre les contribuables. La notion de paradis fiscal, donc, on en retrouve plusieurs définitions. Celle qu'on retrouve le plus souvent, la plus communément admise, c'est un endroit où on retrouve un certain nombre de caractéristiques. Les impôts, ils sont inexistants ou très faibles. Il y a un manque de transparence du régime fiscal. Il n'y a pas de véritable collaboration quant à l'échange d'informations avec les autres administrations fiscales. Et il y a des lois très strictes en matière de protection du secret bancaire. Généralement, on retrouve ces ingrédients-là. Une autre caractéristique qu'on peut ajouter, c'est la tolérance de ces juridictions-là envers des sociétés qui y mènent une activité fictive. Ces caractéristiques-là illustrent également pourquoi il est difficile pour une administration fiscale d'intervenir en cette matière. Je vais tenter de montrer les limites de notre intervention, qu'est-ce qu'on peut faire et les difficultés qu'on rencontre quand on travaille sur d'autres territoires, naturellement. Pour réaliser sa mission, Revenu Québec doit assurer la perception des impôts et des taxes pour que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Puisque notre système fiscal repose sur des principes d'autodéclaration et d'autocotisation, Revenu Québec compte avant tout sur la pleine collaboration des citoyens et des entreprises afin qu'ils fournissent les renseignements nécessaires à l'atteinte de cet objectif.
Il est important de souligner que la très grande majorité des citoyens et des entreprises respectent ces principes et s'y conforment. Dans les régimes fiscaux qui sont basés sur les principes d'autodéclaration et d'autocotisation, les administrations fiscales ont, pour assurer l'observance fiscale, certains pouvoirs de vérification, d'enquête, de cotisation et de recouvrement. Ces pouvoirs sont conférés par les législations en place. Nous avons donc ce type d'outils disponible à Revenu Québec. Cependant, une loi, qu'elle soit québécoise, canadienne ou d'un autre pays, n'a de portée que sur le territoire de la juridiction qui l'édicte. Il y en est de même des mesures d'exécution de nos jugements en matière de fiscalité. Nous ne pouvons les faire exécuter que sur le territoire du Québec. Ainsi, la limite territoriale est une limite importante à laquelle sont confrontées toutes les administrations fiscales. Lorsqu'une intervention visant l'observance fiscale se déroule à l'extérieur du territoire, l'administration fiscale perd une grande partie de ses pouvoirs de vérification, d'enquête ou de recouvrement. Par exemple, nous ne pouvons vérifier certains documents en respectant les lois locales. Ces vérifications misent donc beaucoup sur la coopération du contribuable impliqué. Nous ne pouvons pas saisir des documents, des registres ou des biens. Nous ne pouvons pas non plus exiger des citoyens ou des entreprises situés dans une juridiction étrangère qu'ils nous fournissent les renseignements dont nous avons besoin. La très grande majorité des contribuables, je l'ai mentionné, respectent leurs obligations fiscales. Par ailleurs, il y a un principe qui est reconnu, que le contribuable peut organiser ses affaires de façon à payer moins d'impôts en utilisant des planifications fiscales qui sont conformes à la loi. Donc, c'est les balises à l'intérieur desquelles on navigue. Cependant, on parlera d'évitement fiscal ou de planification fiscale agressive ou abusive, les PFA, en présence d'un stratagème ou d'une opération qui consiste à réduire le taux effectif d'imposition d'un revenu à un niveau qui est inférieur à celui voulu par la politique fiscale, et ce, sans contrevenir directement à une disposition spécifique de la loi. Il ne s'agit pas d'évasion fiscale, qui, elle, se caractérise par la violation spécifique d'une disposition légale. Les PFA sont des stratagèmes ou des opérations artificielles qui n'ont aucun sens économique, autre que celui de générer des économies d'impôts. Elles n'ont aucune raison d'affaires véritable. Les instigateurs de PFA exploitent tout simplement la législation dans le but d'obtenir un bénéfice qui est en apparence conforme à la lettre de la loi, mais pas à son esprit. Les PFA impliquent souvent plus d'une juridiction, qui peuvent alors être une autre province canadienne ou un pays considéré ou non comme un paradis fiscal. Pour contrer les opérations d'évitement fiscal à caractère abusif, le gouvernement québécois, tout comme le gouvernement fédéral, s'est notamment doté de différents outils législatifs. Un des plus connus est la règle générale anti-évitement, la RGAE. Cette disposition législative vise à prévenir la dégradation de l'assiette fiscale et à décourager l'évitement fiscal en établissant une distinction entre la planification fiscale légitime et l'opération d'évitement abusive. Rappelons qu'un contribuable qui met en place une planification fiscale abusive ne commet aucune égalité. De plus, lorsque ces planifications impliquent plusieurs juridictions, cela accentue les difficultés de détection, augmente la durée du traitement d'un dossier et accroît la complexité d'obtenir les renseignements. Dans un contexte international, les législations fiscales québécoises et fédérales ont mis en place différents outils visant à préserver l'assiette fiscale de l'érosion liée à des juridictions étrangères qui peuvent être, dans certains cas, des paradis fiscaux. Les règles relatives aux sociétés filiales étrangères, les règles de prix de transfert et les règles de capitalisation restreinte sont des exemples des outils qui ont été mis en place au fil du temps. Dans le cas des prix de transfert, un stratagème de délocalisation qui est couramment utilisé dans un contexte transfrontalier consiste à ce qu'une société qui exerce des activités dans une juridiction fortement ou moyennement imposée transfère à une société apparentée, n'opérant que dans une juridiction peu ou pas imposée, la propriété intellectuelle que la société utilise dans ses activités et rétribue la société apparentée pour l'avoir utilisée. Cela crée ainsi une dépense qui vient amoindrir le bénéfice de la première et augmente d'autant le bénéfice de la seconde. Sur le plan comptable, sur une base consolidée, l'opération est neutre, mais sur le plan fiscal, elle se traduit par une économie d'impôt en raison de la différence des taux d'imposition. Les règles de prix de transfert, par le balisage des prix des fournitures et des intrants faits entre personnes ayant un lien de dépendance, visent à endiguer et à encadrer ce genre de manipulation de façon à ce que les bénéfices respectifs de l'un et l'autre représentent un portrait plus fidèle de la réalité économique qui aurait existé entre des entités non apparentées, de sorte à empêcher la délocalisation du bénéfice. Il est également souvent question, lorsqu'on discute de paradis fiscaux dans l'actualité, de la possibilité pour les entreprises québécoises et canadiennes de rapatrier au Canada et au Québec, sans imposition immédiate, les surplus réalisés dans une filiale étrangère. Sur le plan de la politique fiscale, les régimes fiscaux canadiens et québécois d'imposition du revenu gagné par des sociétés exonèrent de l'impôt sur les bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement à l'étranger, soit le surplus exonéré,
par une filiale étrangère lorsqu'ils sont rapatriés par la société mère canadienne, s'ils ont été gagnés dans un pays signataire d'une convention fiscale avec le Canada ou d'une entente de renseignement, ou dans le cadre d'une entente de renseignement. Cette condition fait en sorte que les surplus rapatriés au Canada et au Québec proviennent d'un pays où les sociétés ont exercé de façon substantielle une activité économique et avec lequel il y a transparence en raison de l'échange d'informations fiscales ou une collaboration entre les administrations fiscales. Cette transparence et cette collaboration permettent de lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale. Une autre expression que l'on entend souvent lorsqu'il est question d'opérations d'évitement sur le plan international est le chalandage fiscal. Ce concept de chalandage correspond généralement à une situation où une personne qui n'a pas droit aux avantages conférés par une convention fiscale fait appel à une entité intermédiaire qui, elle, y a droit, de manière à obtenir indirectement les avantages en question. Il s'agit d'un usage abusif des conventions fiscales que je décrivais précédemment. Par opposition à l'évitement fiscal, l'évasion fiscale, elle, se caractérise par la violation spécifique d'une disposition de la loi. Elle consiste à se soustraire à l'impôt par des moyens illégaux, alors que l'évitement consiste à arriver à un résultat comparable par des moyens légaux, en interprétant strictement les dispositions législatives fiscales. On peut identifier 3 grands phénomènes d'évasion fiscale: la non-déclaration des revenus légaux, la dissimulation des revenus illégaux et la désobéissance aux règles fiscales. Comme je l'ai déjà indiqué, parmi les caractéristiques importantes des paradis fiscaux se trouve l'absence d'échange de renseignements et le manque de transparence de la part des acteurs financiers et du gouvernement. Ceci, combiné à la faiblesse ou à l'absence d'impôt sur certains revenus, peut potentiellement permettre à des contribuables canadiens ou québécois d'échapper au fisc canadien et québécois sur les revenus de placement détenus dans ces paradis fiscaux. En effet, un contribuable pourrait soit transférer frauduleusement des sommes d'argent importantes à l'extérieur du pays, soit transférer à l'extérieur du pays des sommes importantes, mais en plusieurs versements, ou encore laisser à l'extérieur du pays des sommes gagnées à l'extérieur du pays ou reçues en héritage ou autrement ailleurs qu'au Canada. Donc, ces sommes pourraient ensuite être placées et générer des revenus à l'extérieur du Canada. Ainsi, l'utilisation d'un paradis fiscal peut être faite par un contribuable désirant faire une planification fiscale autorisée et encadrée par la loi ou la politique fiscale. L'utilisation d'un paradis fiscal n'étant pas illégale en soi. Un paradis fiscal peut également être utilisé dans le cadre d'une planification fiscale agressive ou abusive ou par un contribuable désirant se soustraire illégalement à ses obligations fiscales. Ces utilisations peuvent prendre des formes très différentes selon qu'il s'agit d'un contribuable désirant profiter du secret bancaire pour dissimuler des revenus ou encore d'une entreprise visant à réduire le plus possible ses charges fiscales. La législation fiscale prévoit des outils pour contrecarrer ces planifications. Nous verrons maintenant que la base de toute intervention est l'obtention de renseignements. En effet, peu importe le stratagème utilisé, et j'en ai décrit quelques-uns, l'obtention de renseignements est l'élément essentiel pour détecter les situations de planification fiscale abusive et d'évasion fiscale. Bien entendu, Revenu Québec dispose de certains moyens pour recueillir cette information sur son propre territoire. Nous pouvons compter sur une centrale de données qui est performante. La centrale constitue un entrepôt de données qui contient des informations provenant des systèmes informatiques de Revenu Québec et également d'autres sources externes. La centrale nous permet de faire la sélection des dossiers les plus à risque et de concevoir des applications de détection spécialisées. Dans certains cas, nous pouvons effectuer des croisements de données. On a également le registre des entreprises, qui est une source importante d'informations. Et je peux mentionner ici la nouvelle obligation de certaines fiducies de s'immatriculer au registre des entreprises qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Cette obligation d'immatriculation vise les fiducies qui exploitent une entreprise à caractère commercial au Québec. Nous pouvons aussi obtenir des renseignements grâce aux obligations prévues dans la réglementation fiscale. Par exemple, le ministère des Finances a annoncé à l'occasion des budgets de mars et de novembre 2012 de nouvelles obligations concernant la déclaration de renseignements pour certains types de fiducies. J'ai mentionné précédemment que les administrations fiscales ont des pouvoirs limités quant à leur capacité de recueillir des renseignements auprès d'entités présentes dans d'autres juridictions. C'est pourquoi l'échange de renseignements entre administrations fiscales constitue la principale solution dont nous disposons pour lutter contre les phénomènes qui surviennent à l'extérieur de notre territoire, mais qui ont des incidences ici. D'un point de vue canadien, Revenu Québec travaille en collaboration avec l'Agence du revenu du Canada afin d'optimiser l'échange d'informations, principalement en matière de planification fiscale agressive. Certains des programmes de vérification que nous constituons sont issus du traitement des échanges de renseignements provenant de l'ARC. D'un point de vue international, diverses conventions ou ententes fiscales sont signées entre de nombreux pays. Le Canada a 92 conventions fiscales en vigueur avec d'autres pays, ainsi que 22 accords de renseignement. Les conventions fiscales et les accords d'échange signés par le Canada ne lui permettent pas de transmettre au Québec tous les renseignements reçus, car ces ententes, souvent, vont prévoir que les renseignements reçus sont tenus secrets ou ne sont communiqués qu'aux personnes et aux autorités reliées à l'établissement ou au recouvrement des impôts visés par l'entente. Toutefois,
Lorsqu'il y a une nouvelle cotisation fédérale établie en fonction des renseignements reçus, cette information-là va être transmise à Revenu Québec qui, dans le cadre de l'application d'une entente cadre avec l'Agence du revenu du Canada, pourra établir une cotisation sur cette même base. Donc, on va profiter des ententes pour accroître la récupération via ces informations-là qui nous sont transmises par l'Agence du revenu du Canada. On a également le programme Indice de richesse qui s'inscrit depuis mars 1997 dans la stratégie globale de Revenu Québec qui vise à contrer l'évasion fiscale et le travail au noir. Ce programme-là permet d'intervenir auprès de particuliers qui ont des avoirs importants, mais qui ne produisent pas de déclaration ou qui déclarent peu, et dont les revenus déclarés apparaissent insuffisants pour justifier la valeur de leur patrimoine. Le croisement entre les renseignements externes et les renseignements fiscaux permet à Revenu Québec de déterminer les populations à risque dans plusieurs domaines d'activité, y compris celui de la construction. Au cours des 6 derniers exercices financiers, Revenu Québec a récupéré 192 millions grâce au programme de l'indice de richesse. Pour le dernier exercice seulement, la somme récupérée s'élève à 36 millions. Des travaux d'optimisation sont constamment réalisés sur ce programme-là afin d'accroître la performance du programme et en assurer l'évolution. À Revenu Québec, on exploite également différentes données qui proviennent de dénonciations ou de divulgations publiques d'informations, comme les révélations qui ont été faites par le consortium indépendant des journalistes d'investigation. À la suite de ces révélations-là, il y a 60 contribuables du Québec qui ont été identifiés et qui font l'objet de vérification. Lorsque nous recevons des informations de bonne qualité, comme ce fut le cas avec la liste HSBC, les résultats sont encore plus probants. Dans ce dernier cas, les démarches de vérification en lien avec la liste ont permis de récupérer plus de 31 millions de dollars et a eu des effets à hauteur de 52 millions de dollars dans le programme de divulgation volontaire. Donc, ça fait 83 millions en lien avec cette liste-là. C'est un montant quand même très appréciable. Pardon, j'ai un petit rhume. Nous suivons également avec intérêt la nouvelle mesure qui permet à l'ARC d'obtenir directement les renseignements détenus par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAFé. Ça, c'est récent. Et Revenu Québec devrait pouvoir profiter de ce échange d'informations-là. Le programme de divulgation volontaire, c'est un programme donc, qui existe à Revenu Québec. Et dans le cadre de ce programme, plusieurs personnes qui ont investi des sommes dans des banques étrangères, voire des paradis fiscaux, viennent déclarer d'elles-mêmes les renseignements relatifs à des revenus qu'elles avaient omis de déclarer par le passé. Revenu Québec, par ce programme, encourage les mandataires et les contribuables à acquitter les droits et intérêts exigibles relatifs à la divulgation fiscale non respectée. Ainsi, lorsqu'une personne souhaite régulariser sa situation fiscale et soumet une divulgation volontaire, Revenu Québec n'impose pas les pénalités prévues par les lois fiscales et peut accorder une réduction d'intérêt. Revenu Québec renonce aussi à son droit d'intenter les poursuites pénales si la divulgation respecte les conditions applicables. Il est important de souligner que pour qu'une divulgation soit acceptée, elle doit être spontanée, complète et vérifiable. De plus, nous exigeons que l'entièreté de la dette soit payée à la fin du processus. Pardon. Les poursuites judiciaires et les pressions exercées par les États-Unis, par exemple, sur les banques étrangères, les démarches mises de l'avant par l'OCDE pour contrer l'évasion fiscale, la forte médiatisation de l'utilisation des paradis fiscaux, de même que les scandales financiers, ont amené une croissance très importante des divulgations volontaires impliquant des contribuables ayant investi des capitaux dans des banques étrangères. Le nombre de divulgations volontaires reçues à Revenu Québec a cru de façon fulgurante depuis 2010, et plus particulièrement depuis 2013. L'inventaire a ainsi triplé en nombre, passant de 588 à 1538 au 31 août 2015. La valeur de la récupération estimée de cet inventaire a quadruplé, passant de 79 millions à 387 millions. De plus, pour les 5 premiers mois de la présente année financière, nous constatons que l'augmentation du nombre de dossiers reçus s'est poursuivie. Nous estimons que nous pourrions recevoir quelques 1600 dossiers d'ici la fin de l'exercice financier. Plus particulièrement, le nombre de dossiers impliquant des capitaux étrangers est passé de 109 en 2009-2010 à 1082 au 31 août 2015. La proportion de l'inventaire total est passée de 19 à 70 En matière de récupération fiscale, les montants qu'on a récupérés au cours du dernier exercice s'élèvent à 37 millions. Et entre 2009 et 2015, c'est 172 millions de dollars qui ont été récupérés à même les capitaux étrangers, ce qui est à peu près la moitié de ce qu'on a récupéré dans le cadre du programme de divulgation volontaire.
Il est délicat pour Revenu Québec de décrire précisément les stratégies qu'on emploie et les moyens et les ressources qu'on déploie pour les travaux de vérification. Le fait de les divulguer pourrait compromettre le succès de nos démarches. Soulignons toutefois que nous notons une sophistication grandissante des stratagèmes utilisés. Par conséquent, le niveau de complexité des dossiers de PFA fait en sorte que le temps requis pour mener à terme une vérification est considérable. À ce sujet, il importe de souligner que Revenu Québec s'assure de fournir une formation de pointe à ses vérificateurs afin qu'ils possèdent un haut niveau d'expertise. Depuis 2010, il existe des dispositions législatives qui nous permettent de lutter plus agressivement contre les PFA. Parmi ces dispositions, on note un délai additionnel de 3 ans à la période normale de prescription pour établir une cotisation fondée sur la règle anti-évitement, des pénalités spécifiques applicables au PFA et un mécanisme de divulgation obligatoire et préventive pour faciliter la détection de nouvelles planifications. On a également, à Revenu Québec, accentué nos efforts en matière de lutte contre les PFA. On a des unités spécialisées qui coordonnent l'ensemble des activités liées au PFA à Revenu Québec, qui détectent les PFA et les contribuables, qui établissent des stratégies d'intervention et qui intègrent des informations découvertes lorsqu'on trouve un stratagème à nos stratégies de vérification et aux informations dont disposent les vérificateurs pour faire leurs travaux. Par ailleurs, on cherche continuellement à recruter les meilleures ressources ayant une expertise approfondie en fiscalité, et ça depuis plusieurs années. Les efforts qu'on a consacrés dans le secteur des PFA ont porté fruit. Depuis 2009, on a récupéré 505 millions en lien avec les travaux de lutte contre les PFA. Bien que ces démarches donnent des résultats, il n'en demeure pas moins qu'il y a des limitations importantes à nos travaux. Le secret bancaire, par exemple, demeure un obstacle majeur, et lorsque nous réussissons à avoir accès aux renseignements, certaines juridictions n'ont pas les mêmes exigences de conservation documentaire que nous. De plus, les transferts de fonds entre les comptes bancaires sont souvent indirects et transitent par de nombreuses juridictions. De même, plusieurs contribuables visés ne collaborent pas, alors que les informations reçues sont parfois insuffisantes. Et dans certains cas, les contribuables visés ne possèdent aucun actif au Québec. Par ailleurs, on entreprend des programmes de vérification en fonction des secteurs ou des comportements à risque. On s'intéresse particulièrement aux fiducies, et ce, sur plusieurs aspects. Au cours des dernières années, on a augmenté le nombre de vérifications fiscales dans ce domaine, et avec les récentes mesures législatives que je vous ai décrites précédemment, nous avons maintenant des renseignements supplémentaires que nous pouvons utiliser. Nous avons constitué des équipes multidisciplinaires spécialisées afin d'effectuer des travaux de contrôle fiscal ciblés. Nous avons également effectué des travaux auprès des fiducies non résidentes du Canada qui génèrent des revenus locatifs tirés d'immeubles situés au Québec. En raison des nouvelles mesures instaurées, ces fiducies sont maintenant assujetties à un impôt spécial calculé sur leur revenu locatif net. Nous avons constaté que d'importantes dépenses sont réclamées par ces fiducies afin de réduire en partie ou en totalité le revenu locatif net, ce qui a pour effet qu'elles paient peu ou pas d'impôts au Québec. Un suivi de vérification est donc effectué afin de valider notamment que les frais de gestion et les frais d'intérêt qu'ils réclament pour les revenus locatifs sont légitimes. Les documents légaux relatifs aux fiducies, tels que l'acte de fiducie, ne font pas l'objet d'un renseignement obligatoire. Il peut être difficile pour nous de déterminer si on a obtenu le bon acte constitutif original, puisque nous recevons parfois en cours de vérification des versions déjà amendées qui ne laissent aucune trace des textes d'origine. Un autre élément qui complexifie l'identification d'une fiducie lors d'une vérification peut être l'interposition de prête-nom. L'existence de la fiducie peut alors être révélée que très tard dans le processus de vérification. Nous travaillons également sur la question très importante de la résidence des fiducies. La détermination du lieu de résidence d'une fiducie détermine son assujettissement à la loi québécoise. C'est une question de fait. Il est généralement considéré qu'une fiducie réside au même endroit que les fiduciaires qui administrent la fiducie ou contrôlent ses biens. À ce sujet, nous sommes très encouragés par un jugement récent de la Cour du Québec qui nous a donné raison. Le jugement a été porté en appel par la fiducie concernée. Un autre sujet de préoccupation est le développement de l'économie numérique et le commerce électronique. Les pertes fiscales qui se rapportent aux achats en ligne hors du Canada sont estimées à 137 millions de dollars par année, en raison notamment de la non-perception de taxes aux frontières. L'érosion de l'assiette fiscale par les stratégies d'optimisation internationale est également préoccupante. En matière de paradis fiscaux, de PFA, d'évasion fiscale, les sujets que j'ai abordés ce matin, Revenu Québec travaille en étroite collaboration avec le ministère des Finances du Québec et joue un rôle conseil auprès de ce ministère. Nous suggérons des propositions de modification apportées à la politique fiscale. Nous travaillons également étroitement avec ce ministère à l'élaboration de mesures fiscales permettant de lutter plus efficacement contre l'évitement fiscal. Nous travaillons sur des initiatives qui permettraient d'accroître les renseignements dont nous disposons afin de faciliter les démarches de vérification et d'augmenter nos résultats. Nous travaillons aussi sur des mesures qui permettraient de hausser encore davantage le risque fiscal pour tout contribuable désirant s'engager dans des planifications fiscales agressives. Nous avons pris connaissance des recommandations de la Commission Godbout en matière de fiducie.
nous avons effectivement constaté que la non-reconduction du revenu d'entreprise permettait d'éroder l'assiette fiscale québécoise. En fait, l'utilisation de structures impliquant des fiducies fait en sorte qu'une entreprise qui aurait par ailleurs été assujettie à l'impôt du Québec soit plutôt imposée à titre de revenu de bien par une autre administration fiscale. L'utilisation des fiducies dans un tel contexte a notamment été observée auprès des fiducies immobilières ainsi que des sociétés de personnes de professionnels. Nous avons aussi constaté que certaines fiducies immobilières permettaient que les revenus locatifs importants d'ensemble immobilier ne fassent l'objet d'aucune imposition au Québec. Je dois souligner que plusieurs travaux de l'OCDE sont fort intéressants. Revenu Québec est très attentif aux discussions ayant cours actuellement visant des renseignements potentiels des resserrements potentiels aux règles fiscales. En 2013, l'OCDE a rendu public 15 recommandations dans le cadre du programme de lutte à l'érosion des bases fiscales qui seront la base de ses travaux au cours des prochaines années. L'OCDE développe une approche qui est concertée et novatrice pour lutter contre les problèmes que nous avons soulevés aujourd'hui et qui permettent ultimement à certains contribuables de réduire indûment leurs obligations fiscales par des planifications impliquant des entités situées dans plusieurs pays. L'OCDE souhaite mettre fin à l'asymétrie d'information qui existe entre les entreprises et les autorités fiscales et réclame également des règles de détermination des prix de transfert qui sont plus transparentes, particulièrement en ce qui concerne les biens intangibles. En somme, le recours aux paradis fiscaux et à l'ensemble des planifications fiscales agressives qui y sont associées, rappelons-le, est un phénomène mondial. La concertation internationale qui s'établit actuellement est, selon nous, très prometteuse. Les mesures qui seront déployées devraient entraîner des changements fondamentaux aux règles fiscales internationales et nous pourrons alors certainement recueillir des bénéfices importants de cette concertation. À titre d'exemple, pour terminer, notons l'accord sur l'échange automatique de renseignements auquel s'est joint le Canada, obligeant l'échange d'informations systématiques entre les pays signataires sur des comptes financiers. Grâce à notre entente d'échange de renseignements avec l'ARC, on va pouvoir profiter de ces informations-là et je crois qu'on en profite déjà dans le flux additionnel de contribuables qui se présentent pour faire une divulgation volontaire parce qu'ils sont informés par leur banque qu'éventuellement cet accord-là va s'appliquer à leur propre compte de banque. Donc, il s'agit là d'un exemple des gains qu'on peut établir par une concertation internationale qui, de toute évidence, a pris beaucoup d'ampleur dans les récentes années. Je vous remercie, puis je m'excuse un peu pour ma voix qui est... M. Paquin, vous êtes tous excusés. C'est nous qui avons abusé de votre voix. Merci infiniment de votre présentation. Nous allons donc passer aux échanges avec les parlementaires. Donc, Monsieur le député de Pontiac, je vais vous céder la parole en premier pour lancer le débat. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes très gentil de le faire. Merci de votre présence, messieurs, aujourd'hui et à l'ensemble de l'équipe là, qui est avec vous. Je veux d'abord vous féliciter parce que vous avez commencé votre présentation en rappelant que la grande majorité des citoyens du Québec sont évidemment conformes à leurs obligations fiscales. Et c'est certain que quand on parle d'évasion fiscale, de paradis fiscaux, on parle d'une petite minorité des gens. Mais c'est important de rappeler et de souligner que la grande majorité des citoyens veulent le faire correctement, veulent payer leurs taxes et impôts, mais en même temps que ces gens-là s'attendent à ce que l'ensemble de la population le fasse. Et donc, que vous parliez d'évasion fiscale, de paradis fiscaux, de planification financière agressive ou abusive, je pense que ce sont des choses que l'ensemble des citoyens veulent voir régler ou améliorer assez rapidement. Il y a plusieurs points sur lesquels vous avez touché que j'aimerais aborder, mais j'ai également vu que plusieurs de mes collègues prenaient des notes assez rapidement. Donc, je vais essayer de vous poser plusieurs questions de façon assez rapide. Les planifications financières agressives et abusives, comme vous les avez appelées, là. Si je comprends bien, c'est des genres de stratagèmes. Vous avez utilisé des mots artificiels et ou circulaires qui ne sont pas nécessairement illégales, mais qui peuvent utiliser plusieurs juridictions différentes, qui sont difficiles à détecter. Évidemment, pour détecter ces choses-là, vous avez des ententes avec l'Agence de revenus du Canada. Nous avons une collaboration avec l'Agence de revenus du Canada aussi. Mais j'aimerais que vous nous parliez, parce que vous avez dit que vous avez réussi à récupérer plusieurs sommes qui viennent de planification financière agressive. Dites-moi en exemple, nommez-moi des exemples de choses que les gens peuvent faire comme planification financière agressive ou abusive que vous avez détectées au fil des ans. Oui, il y a plusieurs exemples. Souvent, un exemple qui va revenir, c'est
à travers une planification, d'obtenir que l'imposition se fasse dans une province où le taux d'imposition est plus bas ou dans une autre juridiction. Donc, on va faire intervenir une fiducie, par exemple. On va localiser la fiducie ailleurs qu'au Québec. On va exploiter des divergences entre les critères de résidence, entre la législation fédérale et provinciale. On a vu ça par le passé. Il y avait la façon dont les lois étaient écrites. Il y avait une possibilité de déclarer une résidence d'un côté aux fins fédérales, puis ailleurs aux fins provinciales. Donc, c'est vraiment une analyse que les fiscalistes et les spécialistes de ce secteur-là vont faire pour leurs clients, qui vont chercher, à travers la législation, à réduire le taux d'imposition, soit en transférant l'imposition dans une autre juridiction ou en utilisant des dispositions puis ils vont le faire en organisant les affaires de façon à ce que le seul résultat soit ça. Ce n'est pas une organisation qui a un sens économique. Si vous voulez des exemples plus précis, il y en a eu plusieurs historiquement qui ont tous pris des noms assez particuliers. Je pourrais demander à M. Martineau, qui est notre VP législation, de vous en donner quelques-uns. On a un certain historique là-dessus. Ça nous avait amené à intervenir d'ailleurs en 2009 avec des règles très sévères sur les planifications fiscales abusives qui étaient manufacturées. Ça veut dire qu'un bureau pouvait le concevoir et l'offrir à plusieurs de ses clients contre une rémunération, souvent en pourcentage des économies, conditionnelle à ce qui se rende à la période de prescription. On voyait que c'était vraiment fait pour ça. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous mélanger. Je ne suis pas nécessairement doué pour René Martineau, Revenu Québec, pour des fois la vulgarisation. Alors, on a eu dans le vocabulaire fiscal québécois des expressions qui se sont ajoutées. On a des produits fiscaux désignés sous les noms de FINCO, QES Plan, Truffle. C'est vraiment des produits qui ont été manufacturés par des équipes par des professionnels de la fiscalité. Souvent, ce qu'on a vu, on misait sur des arbitrages ou des choix différents faits dans différentes juridictions. Par exemple, on a vu des contribuables qui ont choisi des fins d'exercice financier différentes, tant en vertu de la loi québécoise versus la loi fédérale, pour, entre les deux fins, basculer la proportion des affaires. Donc, dans la premier exercice, mettons, la proportion des affaires est 100% au Québec. Dans le deuxième exercice financier, le choix fédéral, la proportion des affaires est dans une autre province. Entre les deux, le revenu réalisé, le résultat, c'est qu'il y avait aucun revenu provincial aucun impôt provincial qui était payé dans la planification. Donc, avec un choix d'exercice financier bien ciblé, on arrive à ce résultat-là. Donc, c'est une transaction qu'on a attaquée, ça, en vertu de la règle générale anti-évitement. Il y avait un trou dans la législation ontarienne qui prévoyait que les sociétés incorporées à l'extérieur du Canada ne payaient pas d'impôts sur leurs revenus de biens réalisés à l'étranger. La planification a fait en sorte que cette compagnie étrangère pour l'Ontario était donc pas d'impôts ontariens payés. Les gens, vis-à-vis de toutes les autres provinces canadiennes, les impôts étaient payés sur une base de proportion des affaires. Donc, on amenait le revenu dans cette corporation-là en Ontario donc souvent du revenu de biens, pour faire en sorte qu'il n'y avait pas d'impôt provincial. Donc, l'Ontario a réglé ce problème-là en 2005-2006. Mais, encore une fois, il y avait un petit trou, puis on a planifié pour y passer. Cette transaction-là a été attaquée par deux provinces, par plusieurs provinces. Donc, l'Alberta qui perçoit elle-même ses impôts, l'Ontario, à l'époque, qui percevait également ses impôts. Dans ces deux cas-là, les tribunaux ont donné raison aux contribuables qui ont exploité le trou. Donc, ça illustre aussi que la règle générale anti-évitement, c'est une règle qui est délicate à appliquer parce que, à la base, ce sont des transactions qui sont légales. Donc, il n'y a pas d'illégalité qui sont commises par les contribuables qui les utilisent. C'est de l'évitement, c'est ça. Comme on voit, il y a une très, très grande variété. Je parlais qu'il y avait une sophistication dans ce domaine-là. Le mot est vraiment approprié. Là. Il y a une très, très grande variété. Puis, dès qu'on bouche un trou, toute la pression s'en va vers d'autres éléments de la législation. Récemment, on a gagné un jugement dans le cas de la localisation d'une fiducie. Une fiducie qui prétendait être localisée en Alberta. On a fait la démonstration
que le contrôle effectif était au Québec. La cause était pourtant en appel, mais c'est des choses comme ça également là, qui permettent d'amener l'imposition en Alberta, qui est beaucoup plus basse qu'ici. Là. Merci. Ouais, en fait, je vous remercie pour votre réponse. Je pense qu'on va avoir du fun dans cette commission-là, M. le Président. Pas qu'on n'a pas du plaisir habituellement, mais je pense que ça va être particulièrement intéressant. Le dernier point auquel vous avez touché, le jugement en cours et le lieu de résidence des fiducies. Vous y avez touché, vous y avez fait référence pendant votre allocution initiale. Juste pour bien comprendre, le lieu de résidence d'une fiducie, c'est le lieu de résidence du fiduciaire, si je comprends bien. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que le fiduciaire peut déplacer ou il peut y avoir du contrôle ailleurs, et là, le lieu de résidence de la fiducie, c'est ailleurs, et donc il est assujetti aux taxes et impôts de cette juridiction-là. C'est bien ça? Oui, je vais donner la parole à René Martineau qui... René Martineau, du Québec. Bon, il y avait un principe généralement reconnu en fiscalité canadienne et québécoise que la fiducie, la résidence d'une fiducie s'établissait en fonction de la résidence de ses fiduciaires. Donc, ça permettait aux planificateurs assez facilement de trouver dans quelle juridiction on voulait placer la fiducie. On trouvait un fiduciaire, un bureau de comptable, un bureau d'avocat dans la juridiction où on voulait l'installer, puis on le bombardait fiduciaire de la fiducie, puis voilà, la résidence était déterminée. Il y a eu une attaque de ce type de montage-là par le fédéral à l'égard de fiducies étrangères. Il avait été mis en preuve que les fiduciaires, en fait, c'était des personnes qui avaient aucune espèce d'idée de ce qu'ils faisaient dans le cadre du montage, sinon de répondre à des instructions tout à fait précises. Et il avait été mis en preuve aussi que les véritables acteurs de la fiducie, c'était des Canadiens qui donnaient des instructions très claires aux fiduciaires qui ne faisaient que les exécuter. Alors, la jurisprudence a donc reconnu que la résidence de la fiducie s'établissait plutôt... C'est vrai que le fiduciaire, normalement, dans une fiducie, c'est lui qui contrôle les destinées de la fiducie, donc ça peut être un indice ou un critère de résidence, mais si le véritable contrôle est ailleurs, la résidence va être établie ailleurs. Donc, le jugement dont M. Paquin parlait, ça a été le cas. On a réussi à mettre en preuve que les instructions à l'égard données aux fiduciaires venaient du Québec, et la Cour, donc, a conclu la Cour du Québec a conclu que la résidence s'établissait au Québec dans ce cas-là. Donc, ce mouvement de jurisprudence-là a quand même sûrement ébranlé plusieurs planifications qui avaient été mises en branle avec la certitude ou la quasi-certitude que la résidence des fiducies s'établissait en fonction de la résidence du fiduciaire. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'on donne plus large pouvoir aux fiduciaires. Donc, les planifications s'adaptent à la jurisprudence. Merci. Merci. Je veux vous amener sur le dossier des divulgations volontaires. Encore là, c'est quelque chose auquel vous avez référence, et c'est quelque chose qui peut sembler assez facile, assez simple à éviter, disons, pour le citoyen ordinaire qui peut nous écouter, là. Mais vous semblez dire que ça fonctionne. Vous avez sorti des statistiques intéressantes. C'est qui les gens qui divulguent volontairement, les gens qui viennent vous voir, là, qui remplissent le formulaire que vous avez et qui disent moi, j'ai de l'argent que je veux ramener d'un paradis fiscal, par exemple, et qui vont divulguer ça? Est-ce que c'est des gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens de ramener cet argent-là au Québec sans se faire prendre? Ou est-ce que c'est des gens, je ne sais pas, mais des gens qui héritent d'argent qui est dans un paradis fiscal et eux veulent faire des choses correctement? C'est qui ces gens-là et qu'est-ce qui explique l'ampleur accélérée du succès d'une divulgation volontaire? M. Paquin. Oui. Il y a différentes motivations. Je dirais que présentement, à peu près 70 de nos cas là, qui rentrent, nous viennent, sont liés à des capitaux à l'étranger. Et une partie assez importante des motivations viennent du fait qu'il y a des resserrements au plan international qui insécurisent les gens qui détiennent ce type de capitaux-là. Bon, les capitaux à l'étranger, est-ce qu'ils ont été placés à l'étranger? Est-ce que c'est des gens qui ont immigré au Canada, par exemple, qui ont laissé ces sommes-là à l'étranger pendant un certain nombre d'années, des héritages qu'ils ont reçus à l'extérieur? Donc, il y a différentes choses qui peuvent expliquer la constitution d'un capital à l'étranger.
Mais ce qui va les amener à venir en divulgation, c'est la crainte que, par exemple, l'existence de ce compte-là soit révélée à travers les accords qui se signent au niveau de l'OCDE. Il y a également la crainte de faire partie d'un coulage d'informations. On l'a vu avec la liste HSBC. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir il y a plusieurs années. Aujourd'hui, des centaines de milliers de noms peuvent couler instantanément sur une clé USB. Donc, il y a une crainte là. Il y a une crainte également, il y a eu des scandales financiers qui insécurisent les gens. Donc, de plus en plus, c'est rendu quelque chose qui est probablement source de soucis d'avoir des montants importants dans des comptes à l'étranger. Puis la plupart des pays signent les accords de l'OCDE. Il y a le Foreign Account Tax Compliance Act, là, américain également, qui envoie beaucoup, puis il y a les discussions Canada, États-Unis là-dessus, qui envoient beaucoup de signaux. Les banques avertissent leurs clients de l'imminence de certaines divulgations d'informations. Donc ça nous amène beaucoup de dossiers côté étranger. On a également des motivations qui vont venir, par exemple, d'erreurs qu'une entreprise a pu faire, puis pour éviter les pénalités, vont venir en divulgation volontaire rectifier le passé. C'est moins fréquent. Des gens qui veulent mettre leurs choses en ordre à la fin de leur vie. Ça, c'est des choses qu'on voit également. Donc, il y a beaucoup de motivations comme ça, mais ce qui est frappant, c'est l'ampleur de l'augmentation du nombre de dossiers qu'on reçoit qui vient avec la mouvance internationale là, qui nous est très favorable. Donc, plus il y a d'annonces, plus on a des gens qui se conforment. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une liste qui apparaît et qui se diffuse, un impact indirect. On a des gens qui viennent nous voir. Ouais. Oui, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de votre présentation. C'est fort intéressant. J'ai quelques questions. D'abord, est-ce que vous mentionnez qu'à l'interne, vous avez des équipes multidisciplinaires et que depuis 2010, vous avez des unités spécialisées, etc. Est-ce que, d'après vous, vous pouvez recruter les personnes nécessaires pour faire le travail dans ce domaine? Vous avez ce qui est nécessaire pour travailler bien vis-à-vis de l'évasion fiscale? Je vous dirais que oui. Ben, on fonctionne à l'intérieur des contraintes qui sont les contraintes de tous, mais on a réussi quand même à mobiliser un certain nombre de personnes. Que ce soit à travers nos équipes de vérification pour lesquelles on essaie d'assurer un niveau de formation qui est adéquat. On en a plusieurs. Puis on a des équipes qui sont beaucoup plus spécialisées, qui travaillent sur des projets spécifiques comme PFA, indice de richesse, divulgation volontaire, des choses comme ça. On a également des enquêtes au niveau des fraudes, où là, on doit avoir des gens qui ont une formation qui est plus spécifique. Mais je dirais que oui, on arrive quand même à doter les postes puis à trouver les équipes, là. Mais on peut pas se le cacher, on a un climat quand même qui est... Pas un climat, mais un contexte qui est quand même difficile, là, donc pour lequel on doit... Okay. Vous avez parlé de la divulgation volontaire. Est-ce qu'il y a eu dans le passé une entité, pas une personne physique, mais une entité qui a fait une divulgation volontaire, ou c'est la plupart des divulgations volontaires sont des individus? La plupart, c'est des individus, mais il peut y avoir également des entreprises. Il y a des entreprises? Oui, ça peut arriver. Ouais. C'est moins fréquent. Quand vous dites moins fréquent, c'est quoi? La proportion... je sais pas, vous pouvez nous l'envoyer, l'information. Je pourrais vous donner ça. Dans le rapport annuel de gestion, on publie les résultats de divulgation volontaire selon les sources d'imposition. Donc, on va retrouver l'impôt sur le revenu particulier, les sociétés, les taxes. Mais ça ne vous dira pas si c'est un individu, une personne morale, là, sauf en impôt des sociétés. Là. Mais ça peut arriver. Les entreprises, comme je vous dis, des fois, il y a des erreurs qui ont été faites, des omissions, des erreurs plus ou moins volontaires. Et pour régulariser ça, puis éviter la pénalité, entre autres, puis éviter les poursuites, ils vont venir en éducation volontaire. Mais le cas vraiment le plus fréquent, ça va être une personne. Ouais. C'est souvent l'administrateur de la société qui va s'accaparer des bénéfices, des choses comme ça. Puis c'est lui qui va vouloir chercher à régulariser son dossier là, à la fin. J'aimerais parler un instant des fiducies. Est-ce que je comprends que s'il y a un parc immobilier au Québec et que ça appartient à une fiducie et que la fiducie est gérée par des fiduciaires ou comités de gestion ailleurs, que cette fiducie ne paye pas d'impôts au Québec?
Monsieur Martineau. René Martineau, Revenu Québec. Alors, au niveau des fiducies et du revenu immobilier, la qualification du revenu va dépendre beaucoup du niveau d'activité qui est dans l'entité. Ce qu'on voit dans les fiducies immobilières, c'est une structure qui prévoit que le niveau d'activité est très, très limité. Ce n'est que de collecter un loyer brut. Toutes les activités relatives à la gestion de l'immeuble sont données à des sous-traitants d'autres entités. Donc, ce qui fait en sorte que le revenu de la fiducie est qualifié fiscalement souvent de revenu de bien. Alors, la différence entre un revenu de bien et un revenu d'entreprise au point fiscal, ça va aussi nous donner l'assujettissement du revenu. Au Québec, une fiducie, c'est un particulier. Si le particulier ne réside pas au Québec, il est assujetti uniquement sur le revenu d'entreprise qu'il gagne au Québec. Donc, si la fiducie non résidente du Québec réalise du revenu de bien, son revenu n'est pas assujetti au Québec. Donc, les montages qu'on voit, c'est de faire en sorte qu'il y ait le minimum d'activité dans la fiducie qui détient l'immeuble pour qualifier le revenu de bien, pour éviter donc une proportion des affaires au Québec. Alors, les REITs qui ont été créés ailleurs que le Québec, avec des parcs immobiliers au Québec, ne payent pas d'impôts au Québec. Mais pardon, je n'ai pas compris le début de la question. En anglais, on dit REITs, Real Estate Investment Trust. Les fiducies de revenus. C'est ça, exact. C'est ça. Si on qualifie la fiducie, le revenu de bien dans la fiducie, et bien entendu que la fiducie n'est pas résidente du Québec, ben alors on n'aura pas d'imposition. Merci. Oui, on permet au député Sainte-Rose de poser une question. Et je vous reviens, Madame la députée Monsieur le député de Sainte-Rose. Merci. Spécial, par exemple, pour ces fiducies-là. Pardon? Pour ces fiducies-là en particulier, les non-résidentes qui exploitent un immeuble au Québec, depuis quelques années, on a un impôt spécial. Il y a un impôt de 7 points de pourcentage qui s'applique aux fiducies qui sont non-résidentes canadiennes seulement. Sur le revenu locatif. Sur le revenu locatif uniquement. Les fiducies résidentes canadiennes hors Québec, eux, ils n'ont pas cet impôt spécial. OK. Monsieur le député de Sainte-Rose. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, j'aimerais remercier Monsieur Paquin et son équipe d'être ici. C'est très intéressant. J'ai lu votre mémoire, puis vous établissez bien les 4 sources de pertes fiscales qui sont la non-déclaration des revenus, la diminution des revenus, la désobéissance aussi des règles fiscales et l'évitement fiscal. Il faut être bien conscient aussi qu'on a une juridiction au Québec, puis aussi il y a des efforts qui doivent être continués aussi au niveau fédéral puis provincial. Vous avez parlé dans votre mémoire d'équipes spécialisées, du module d'enregistrement des ventes. Quels sont les outils qu'on pourrait avoir supplémentaires ou quels sont les outils que vous auriez besoin pour favoriser l'éradication de ces cartes sources fiscales-là que je viens de décrire? Comme je disais, le nerf de la guerre, c'est beaucoup l'information. Donc, c'est d'investir beaucoup dans la connaissance des types de stratagèmes, les répertorier. À partir du moment où on connaît leurs caractéristiques, on les inclut à nos stratégies de vérification. On les inclut également aux outils dont les vérificateurs disposent quand ils font une vérification. Ça leur indique où chercher, quoi chercher. Ça les rend plus efficaces à ce niveau-là. Donc, le maximum d'informations qu'on peut échanger, qu'on peut obtenir, soit à partir de notre centrale de renseignement, soit à partir des activités qu'on fait de vérification, puis on en fait beaucoup. Le tiers des grandes entreprises sont vérifiées une fois par année au Québec, donc on en fait pas mal de ce côté-là. L'information qu'on obtient du fédéral, que ce soit au niveau des cotisations, que ce soit au niveau des échanges d'informations sur des listes d'informations internationales. Donc, toutes ces informations-là viennent nous aider à être de plus en plus efficaces pour détecter les planifications fiscales agressives ou les stratagèmes qui vont impliquer un paradis fiscal. Je pense que c'est là-dedans qu'il faut aller. Il faut appuyer, je crois, tout ce qui est effort international de concertation, parce que ça ne peut que passer par là. C'est l'action concertée des pays qui va faire en sorte qu'il y aura de moins en moins d'endroits où les gens vont pouvoir aller cacher des sous. C'est l'action concertée des pays qui va faire en sorte qu'il va y avoir de moins en moins de possibilités pour les entreprises d'optimiser puis de jouer une juridiction contre l'autre de façon à minimiser leurs charges fiscales.
Je pense qu'il faut jouer également sur l'importance de payer ses impôts. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça, l'aspect moral, là. Puis à Revenu Québec, on en a fait un peu. Vous savez, il y a quelques années, on insistait, on a eu des publicités, des choses comme ça. Mais je crois que c'est d'abord en incitant les gens à l'autocotisation, puis en incitant les gens à l'importance du financement des services publics, qu'on va également amener les gens à se sentir plus responsables de ce côté-là. Donc, il faut augmenter le risque fiscal. Il faut que la probabilité de se faire prendre soit plus grande, de façon à ceux qui, malgré tous les appels et tous les rappels qu'on peut faire, vont tenter de persister dans cette voie-là. Donc, le sentiment que le risque de se faire prendre est beaucoup plus grand. Puis ça va venir avec l'ensemble des mesures qu'on déploie. On a beaucoup d'instruments quantitatifs dont on parlait, l'indice de richesse. On en a fait aussi dans la lutte à l'évasion fiscale, mais on est plus loin des paradis fiscaux puis des PFA, là, quand on pense à ce qu'on a fait dans la construction puis dans la restauration, ces choses-là. Mais l'ensemble de ces interventions-là, je pense, fait en sorte que le risque fiscal dans l'esprit des gens augmente quand on cherche à éviter les impôts. Merci. Merci. Autre question? Je peux laisser la parole à Mme la députée. Vous aviez une autre question, Mme la députée? Oui. Ou M. le député par la suite? OK. Pouvez-vous me donner un exemple d'une utilisation correcte d'un paradis fiscal? Nous avons vous dites qu'il y a 90 conventions, plus que 90 conventions. Je comprends que les conventions existent pour s'assurer qu'il n'y a pas une double imposition. Mais quand on a une convention avec, parlons de Barbade, pourquoi on a cette convention? Dans quel but positif existe cette convention? Un des principaux buts de la convention, c'est de permettre que les sommes, qu'on convienne de la façon dont les sommes peuvent être ramenées au Canada ou au Québec, en prévenant la double imposition. Mais ça favorise le rapatriement de ces sommes-là. Là, je parle de revenus d'entreprise actifs. Ça favorise l'échange d'informations. Avec ces conventions-là vient un échange d'informations. C'est justement cette information qu'on a besoin pour bien suivre le contribuable puis bien s'assurer qu'il remplit ses obligations. Et je dirais qu'à l'inverse, quand on n'a pas ces conventions-là ou qu'on ne permet pas le rapatriement des sommes en évitant la double imposition, ben là, on se trouve dans des situations où d'énormes sommes peuvent s'accumuler à l'étranger. Puis c'est une situation qu'on voit avec les États-Unis en particulier. Et là, ils envisagent aux États-Unis des mesures de taux réduits de façon à favoriser le rapatriement des sommes, parce que sinon, les entreprises ont tendance à ne pas les rapatrier. Peut-être, je sais pas, René, si tu veux... Martineau? Alors oui, je pense qu'un exemple d'utilisation de paradis fiscal qu'on entend beaucoup lorsqu'il est question là, de ce sujet-là, c'est vraiment... la fiscalité canadienne et québécoise, elle s'applique entité par entité. Donc, on a une entité canadienne qui réalise un revenu. Ce qu'on voit beaucoup... Ce qu'on entend beaucoup, puis la politique fiscale permet ça, c'est donc qu'il y ait une entité qui soit constituée dans un pays où le taux d'imposition est plus bas, où on transfère certains actifs utilisés pour gagner un revenu. Par exemple, ce qu'on entend beaucoup, c'est la propriété intellectuelle. Donc, la propriété intellectuelle, elle est transférée dans un pays à faible taux d'imposition. Après ça, l'entité canadienne rémunère la filiale pour pouvoir utiliser la propriété intellectuelle dans l'exercice dans son entreprise. Donc, c'est une charge, ça réduit son revenu canadien au profit de l'entité qui est située dans l'autre juridiction. Comptablement parlant, l'entreprise, c'est neutre, c'est le même revenu. Donc, et les conventions fiscales, parce qu'on va dire, OK, on envoie de l'argent dans un paradis fiscal, puis comment faire pour la récupérer? La politique fiscale actuellement au Canada, c'est s'il y a une convention d'échange de renseignements ou une entente fiscale avec ce pays en question, on permet que le surplus réalisé par la filiale dans le paradis fiscal soit ramené au Canada sans imposition. La logique derrière ça, c'est que comme il y a une entente d'échange de renseignements ou une entente fiscale,
l'autorité fiscale canadienne peut aller vérifier la substance de l'entreprise qui est exploitée dans l'autre juridiction. On peut voir si c'est vraiment une entreprise ou pas, parce qu'elle a accès, via ses ententes d'échange de renseignements, avec le pays en question. Courte question, M. le député de Sainte-Rose. Laval-des-Rapides. Monsieur le député de Laval-des-Rapides, excusez-moi. Merci. Merci, M. le Président. J'avais une question. Vous nous avez parlé de PFA, planification fiscale agressive, mais jusqu'à quel point ou quel degré de responsabilité vous attribuez, par exemple, au cabinet comptable ou au cabinet d'avocats dans le service conseil qu'ils offrent à leurs clients dans ces actions-là, dans ces prises de décision-là, et jusqu'où cette responsabilité-là n'amène pas justement cette prise de décision-là? M. Paquin? Bien, c'est certain que les entreprises et les particuliers qui utilisent ces stratagèmes-là se font conseiller. Ils vont conseiller parce que c'est très technique. Il faut s'assurer qu'on respecte la lettre de la loi. Il faut s'assurer que l'enchaînement des actions là, conduit au résultat qui est espéré. Là. Donc, c'est sûr que les spécialistes fiscaux des bureaux comptables, principalement, et d'autres, sont les concepteurs, le plus souvent, les concepteurs de ces stratagèmes-là. Et vous pouvez voir, par exemple, il y a eu l'épisode du Luxembourg qui a été rapporté à l'émission Enquête, là, où on a une toute petite juridiction qui n'est vraiment pas très grande, de Luxembourg, là, et on trouve des bureaux comptables de 1500 à 2000 employés là, par bureau. Là. Donc, c'est certain qu'il y a là mais en même temps, c'est des stratagèmes qui respectent la loi des juridictions. Ils vont faire un arbitrage, ils vont exploiter les différences, mais ils vont s'inscrire toujours dans une certaine forme de légalité. Bon, là, on parle davantage d'évitement plutôt que... Voilà, c'est plus souvent qu'autrement, mais c'est certain qu'ils ont un rôle fondamental là-dedans. Et c'est pour ça qu'en 2009, on avait quand même encadré un peu le travail dans ce secteur-là en obligeant une divulgation préventive lorsqu'il y avait des montages qui étaient faits et vendus sur une base que je dirais commerciale là, à plusieurs personnes. Là. Merci, M. Paquin. On va passer du côté de l'opposition officielle. M. le député de Rousseau. Merci, M. le Président. Alors, bonjour, M. Paquin. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Alors, bonjour à toute l'équipe de Revenu Québec. Peut-être dire, pour commencer, que je sais tout le travail qui se fait chez vous. Je ne sais pas parfaitement, mais j'en sais un bout, en tout cas, pour avoir eu des conversations avec vous à l'occasion, dans d'autres contextes. Et donc, mes questions, là, se veulent dans une optique là, d'arriver à faire mieux au Québec. Puis là-dessus, je veux simplement dire que je suis bien conscient que votre rôle, c'est d'appliquer, c'est dans un ensemble, étant donné un ensemble de règles déjà fixées, de faire votre mieux pour aller récolter les impôts, puis les dus au fisc. Puis que votre rôle habituel, en tout cas, ce n'est pas de nous dire comment on devrait changer les règles pour que ce soit encore mieux, pour que ce soit encore plus facile. Cela étant, je pense que inévitablement, dans cette commission, on se pose ces questions-là. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait changer. Puis, un exemple, c'est celui du programme de divulgation volontaire. C'est un programme qui a été abordé par mes deux collègues avant moi. Je sais bien que vous, dans le fond, vous prenez le programme tel qu'il est, vous l'administrez, puis bon... mais la question se pose à savoir si ça ne vaudrait pas la peine de le modifier, de l'améliorer. Y a-t-il des suggestions que vous pourriez nous faire pour en améliorer l'efficacité? Puis la raison pour laquelle je vous dis ça, puis là, je ne connais pas parfaitement les chiffres, puis vous allez peut-être me le dire, mais il y a des gens qui plaident, en tout cas, que les programmes de divulgation volontaire qui sont en place aux États-Unis ont permis d'aller chercher plus de contribuables, d'aller obtenir des sommes plus grandes. Puis la distinction qu'il y a entre ce que nous avons puis leur programme, c'est qu'eux, ils imposent des pénalités, que nous, on n'en impose pas. C'est qu'eux ont eu, à un moment donné, des programmes qui étaient temporaires et donc des fenêtres très courtes, pendant lesquelles les contribuables pouvaient se présenter, alors que nous, on a un régime d'amnistie permanente. Bon, il y a des différences. Question donc très simple pour commencer, peut-être. Est-ce qu'il y a des changements que vous apporteriez, même si je sais que ce n'est pas nécessairement votre rôle, là, puis je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, là, mais je pense qu'avec l'expérience que vous avez et les connaissances que vous avez, vous êtes mieux placé que d'autres pour nous le dire si vous apporteriez des changements à ces programmes-là. M. Paquin? Oui. Bien, je n'ai pas une connaissance pointue de ce qui peut être fait aux États-Unis,
mais je sais qu'ils agissent beaucoup des deux côtés. Ils agissent beaucoup du côté des institutions financières, là, avec, entre autres, le foreign account, là. Puis ça, je crois que ça a créé beaucoup d'incertitudes et de risques. Fait que là, quand on offre un programme d'amnistie à travers ça, même s'il est assorti d'un certain nombre d'intérêts ou de pénalités, peut-être qu'ils obtiennent un résultat qui est quand même assez efficace. Nous, on a un programme qui est plus sévère que celui du fédéral, en ce sens que on va considérer la totalité du capital de l'individu. On ne mettra pas de limite à la période de constitution du capital. Le fédéral, généralement, va s'arrêter après 10 ans. Donc, peut-être certaines personnes vont vous dire, dans le fond, peut-être que Revenu Québec aurait plus d'impact si il limitait la période sur laquelle il considère le capital. Donc, les individus seraient peut-être plus enclins à venir nous déclarer, étant donné que ça coûterait un peu moins cher. Il y a toute la question des intérêts. Nous, on pense que à partir du moment où ils viennent en divulgation volontaire, qu'on renonce aux poursuites, qu'on renonce aux pénalités, les intérêts, bon, ça, on peut y renoncer en partie, là, dépendamment du dossier, contre des conditions qui sont très claires. Là, on veut une divulgation complète, puis on veut un règlement du solde à la fin du processus. On pense qu'on obtient des bons résultats. Maintenant, il faudrait faire l'exercice de balisage avec d'autres juridictions. On n'a pas, nous, à ce stade-ci, on était quand même pas mal satisfait du rendement du programme, surtout en termes d'arrivage. Puis je ne vous cacherai pas que l'augmentation était tellement abrupte depuis 2 ans là, qu'il a fallu injecter pas mal de ressources dans le programme pour que le stock, l'inventaire, là, augmente pas. Là. Mais on pense que c'est de première nécessité de traiter ces cas-là parce qu'on a vraiment des cas où on rétablit l'équité entre les gens. Là. Donc, on n'a pas hésité à ajouter des ressources humaines dans ce programme-là pour pallier à l'augmentation de l'inventaire. Merci. Le député. Oui, merci, M. le Président. Ben oui, je vous invite à faire ce travail de balisage. Je vous invite à y regarder de plus près. Selon le réseau là, Justice fiscale qui a travaillé là-dessus, donc les programmes américains ont... Peut-être que c'est la combinaison avec... non, je recommence cette phrase-là. C'est pas en lien avec le FATCA. C'est en 2009 et en 2011 notamment là, qu'ils ont mis en place 3 programmes portant spécifiquement sur des fonds dissimulés offshore. Et ces 3 programmes regroupés sous le Offshore Voluntary Disclosure Initiative. Donc, on fait en sorte là, que très rapidement, 15 000 contribuables se sont présentés devant les autorités fiscales américaines. Alors, là-dedans, il y avait des pénalités. Puis moi, je pense qu'au plan de la justice, là, moi, l'idée qu'un contribuable qui a volontairement mis de l'argent dans des paradis fiscaux, que cette personne-là, au moment où elle pense qu'elle va se faire pogner, puisse aller de l'avant puis éviter les pénalités. Moi, je pense qu'il y a comme quelque chose qui... En tout cas, moi, ça me heurte un peu. Ça me heurte un petit peu. Alors, je vous invite à regarder, premièrement, peut-être que ça augmenterait l'efficacité du programme. Deuxièmement, il faudrait réfléchir, donc, pénalité, puis aussi caractère temporaire. D'avoir des fenêtres, là, une fenêtre, et de la fermer, la fenêtre, à un moment donné, en disant... Si après un certain temps, vous n'êtes pas présenté, vous allez devoir payer plus cher, moi, je pense que ça pourrait être bon. Je vais changer de sujet. Vous comprenez mon souhait, l'invitation que je vous fais à regarder ça de près. Merci. Deuxième sujet que je voulais aborder, puis là, c'était plus sur le factuel, mais j'aimerais vous entendre. Quand on sait que dans les investissements directs étrangers des Canadiens, après les États-Unis, là, qui sont au premier rang, la deuxième destination de choix, c'est la Barbade, ou la Barbade, dans lesquelles il y a le stock d'investissement étranger de 71 milliards d'après StatCan, d'après Statistique Canada. Ça, c'est le stock. Et puis, pour voir le flux, je vais juste vous dire que entre 2010 et 2014, le stock est passé de 50 à 71 milliards, donc d'investissement du Canada à la Barbade. Donc, une augmentation de 21 milliards, évidemment. Puis, enfin, première question, peut-être, vous, là, d'après vous, puis je sais que ce n'est pas le genre de choses auxquelles vous êtes habitué de répondre, mais on est là-dedans. Est-ce que ça peut correspondre à une activité économique réelle à la Barbade, là, que de penser qu'en 2010 et 2014, il s'est ajouté 21 milliards d'investissements directs étrangers à la Barbade? Canadiens, là, des Canadiens qui ont investi 21 milliards. Est-ce que ça a un sens de penser que ça pourrait correspondre à l'activité économique réelle ou est-ce qu'il y a des justifications possibles à ça? M. Paquin.
Je voudrais pas, là... j'ai pas une connaissance pointue de la statistique. Qu'est-ce qu'elle mesure dans les faits? Qu'est-ce qu'on inclut dans l'investissement direct étranger canadien à la Barbade? C'est sûr que ça paraît un très, très gros montant. Puis j'ai pas la réponse, là, vraiment, à cette question-là. Maintenant, on a soulevé le problème tout à l'heure des prix de transfert là, qui viennent, dans le fond, rémunérer la propriété intellectuelle, là, une marque de commerce, un brevet. Bon, je ne sais pas la statistique à ce moment-là, si elle ne vient pas capter ce genre de transfert financier-là. Là. Ça serait à valider. Là, puis je ne voudrais pas vous induire en erreur là, avec... mais il y a peut-être ce phénomène-là également. Peut-être que la Barbade profite de transactions au niveau des prix de transfert qui viennent gonfler le montant d'investissement qui est répertorié par Statistique Canada. Mais je n'ai pas la réponse. C'est sûr qu'a priori, ça semble étonnant. J'accepte votre réponse, mais je vais vous inviter là aussi à peut-être vous référer à la définition de StatCan, de Statistique Canada, que vous allez trouver facilement. Et puis vous allez voir, enfin je peux vous dire, je peux vous la lire, là, mais peut-être vous pencher sur cette définition, puis vous nous enverrez la réponse que vous voudrez bien nous envoyer. Mais moi, je pense que ça signale qu'il y a clairement un problème. Là. Quand la Barbade est au deuxième rang des investissements directs des Canadiens à l'étranger, il y a quelque chose de complètement choquant à ça. Les îles Caïmans au 4e rang, Bermude au 7e rang. Alors, premier rang, c'est les États-Unis, deuxième rang, Barbade, troisième, Royaume-Uni, puis 4e rang, îles Caïmans, avec des montants, des stocks d'investissement qui n'ont aucun bon sens. Là. On parle de 37 milliards aux îles Caïmans. Puis encore une fois, c'est pas juste un stock, là, c'est un flux qui augmente, ça augmente à un rythme assez incroyable. Moi, je pense que pour des autorités fiscales comme vous, on doit se poser des questions. Évidemment, il y a de ça qui est origine du Québec. Là. Évidemment, ça, c'est canadien. Les données pour le Québec n'existent pas, vous le savez aussi bien que moi. Mais il y a quelque chose d'éminemment embêtant quand on voit des chiffres comme ceux-là. Faramineux. Pardon? C'est faramineux. Faramineux, ça n'a pas de bon sens. Je vais vous parler d'échange d'informations. Question très simple. Avec l'Agence du revenu du Canada, est-ce que ça se passe bien, les échanges d'informations? Est-ce que vous obtenez les informations que vous demandez? Est-ce qu'il arrive des situations où vous voulez avoir des informations puis que vous ne les avez pas? Est-ce que l'Agence du revenu du Canada vous demande beaucoup d'informations? Bon, question assez générale, là, mais je pense que c'est important pour nous aussi de savoir comment ça se passe avec l'Agence du revenu du Canada. Parce qu'évidemment, votre efficacité dépend un peu de la leur et vice-versa. Alors, pour nous autres, c'est très important, cette question-là. Oui. On a une longue tradition d'échange d'informations avec l'Agence du revenu du Canada en matière de vérification. Donc, dès qu'une vérification est complétée à l'Agence, on reçoit le résultat de la vérification. On peut nous-mêmes faire une intervention, une cotisation là, redressée pour les particularités de nos lois basées sur cette information-là. Donc, ça, là-dessus, ça a toujours bien marché. On a des agents de liaison, de part et d'autre, qui assurent les communications. Puis, on a également des discussions au niveau des stratagèmes des PFA qui nous permettent, dans le fond, de conclure un certain nombre de dossiers par année en matière de PFA provenant d'informations qui nous est transmises par l'Agence du revenu du Canada. Donc, on est satisfait à ce niveau-là. Il y a des ententes d'échange d'informations que le Canada conclut avec différents pays pour lesquels il obtient des informations quand même probablement assez détaillées sur les contribuables. Quand le Canada a pu le partager avec nous, il l'a fait, entre autres la liste HSBC. Quand l'entente avec le pays faisait en sorte que cette information-là ne pouvait pas être repartagée avec une autre administration, bien, il a partagé les résultats de son travail basé sur ces informations-là. Donc, on n'a pas été privé d'argent ou d'intervention en termes de cotisation. Donc, ce qu'on n'a pas eu, c'est le détail des informations, mais on comprend que c'est la nature des accords qui sont conclus. Puis, ces accords-là sont très similaires d'un pays à l'autre. Là. Donc, ce n'est pas une caractéristique qui vient avec l'Agence du revenu du Canada. Donc, je dirais qu'à ce stade-ci, on est satisfait de ces échanges-là et on mise beaucoup sur le fait que le Canada participe aux accords de l'OCDE, discute avec les Américains, les États-Unis également, pour resserrer, dans le fond, l'échange d'informations entre les pays et augmenter le risque fiscal pour les contribuables qui font de l'évitement ou de l'évasion. Monsieur le député. Donc, s'il y avait des ententes d'échange automatique d'informations qui entraient en vigueur là, demain matin,
à la fois pour les particuliers et pour les entreprises, parce qu'on sait que pour l'instant, les accords, enfin, ce qui est prévu, ça ne concerne pas les entreprises. Mais vous, de votre côté, vous seriez prêt à participer, vous pourriez participer, puis il n'y aurait pas d'enjeu. Ça se ferait dans l'enthousiasme? M. Paquin? Bien, c'est certain que si on peut obtenir davantage d'informations, on va effectivement participer. L'accord multiparti d'échange sur les comptes financiers, elle va rentrer graduellement en force. Là, les pays doivent passer chacun des législations, puis je pense vers 2018, ça va être complété. Donc, ça reste à voir comment est-ce qu'on va profiter des informations qui vont aller là. C'est certain qu'on va profiter des actions fiscales qui vont découler au plan fédéral. Maintenant, est-ce qu'on va avoir accès à plus d'informations? C'est quelque chose qui reste encore à déterminer. Canafé, par contre, étant donné qu'on administre la TPS, on croit que les échanges d'informations qui vont intervenir entre Canafé et l'Agence du revenu du Canada, on va pouvoir également en profiter. Ça, c'est intéressant parce que c'est tous des échanges électroniques d'argent au-delà de 10 000 $, je pense, qui sont inventoriés à Canafé. Là. Déjà, Canafé partage avec certaines institutions québécoises là, des informations. C'est beaucoup dans le domaine policier, domaine de répression là, des actes criminels et du terrorisme. Mais là, en matière fiscale, on va en profiter également. Ça va nous aider beaucoup. Donc, ces initiatives-là qui viennent. OK. Très bien. Puis l'Agence du revenu du Québec, est-ce que vous avez des échanges avec des autorités fiscales hors Canada? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Hors Canada, René, je vais te laisser la parole. On a, Québec a signé une entente d'échange de renseignements avec la France au milieu des années 80, donc qui était un calque de l'entente signée entre le Canada et la France. Donc, c'est la seule convention en matière d'impôt sur le revenu que l'on a d'un point de vue international. Est-ce que ça fait une différence d'en avoir une avec la France par rapport à d'autres pays? Parce que si je comprends bien, donc, quand il s'agit de renseignements fiscaux concernant, mettons, une personne de la Pologne, vous êtes obligé de passer par le gouvernement fédéral, alors que quand c'est un Français, vous pouvez passer directement par vos contacts français. C'est ce que je comprends. Je crois qu'en pratique, on n'a pas eu beaucoup d'échanges de renseignements directs avec la France depuis l'adoption de cette convention-là. Je pense pas que la France soit vue non plus comme un lieu où un paradis fiscal. Alors, ça n'a pas occasionné beaucoup je crois, d'échanges, de renseignements, de discussions. Chose certaine, je pense que la présence de cette convention-là a joué quand même un rôle important là, dans la liste HSBC, lorsqu'on a obtenu l'obtention de la liste HSBC en 2010. C'est pas un paradis fiscal, mais il y a peut-être quelques-uns de nos citoyens qui, eux, en ont à l'extérieur. Et à ce moment-là, est-ce que cette information-là pourrait être disponible? Mais voilà. Toujours sur l'information, puis ça a un lien un peu aussi avec ce que vous disiez, M. Paquin. Vous disiez qu'on ne peut pas obliger les contribuables ne résidant pas sur notre territoire à... Enfin, on ne peut pas imposer nos lois sur des gens qui habitent à l'extérieur de notre territoire. Évidemment, il y a quelque chose de raisonnable à ça, mais le FATCA est un peu une démonstration de l'inverse de ça, parce que les Américains, les autorités fiscales américaines sont parvenues à obliger les banques à travers le monde à fournir des listes de clients américains. Peut-être nous dire comment vous voyez le FATCA, est-ce qu'il y a des perspectives pour le Québec, pour le Canada, d'aller dans ce sens-là, d'envisager une loi équivalente qu'on pourrait mettre en place? Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable, pas raisonnable? Bon, je comprends bien que les États-Unis, c'est pas mal plus pesant que le Québec et le Canada. Je comprends qu'ils ont des capacités de faire des choses que nous, on n'a pas, mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus. M. Paquin? Bien, je crois que l'accord multi-parti sur les échanges d'informations automatiques sur les comptes financiers, ça va donner un petit peu cet effet-là. J'ai l'impression que les Américains et les États-Unis ont voulu agir dans l'intérieur de leur pouvoir, puis leur poids économique, naturellement. Je crois que le Canada a des discussions assez serrées avec les États-Unis pour entrer dans un partage d'informations à l'intérieur de FATCA. Donc, c'est certain que pour une administration fiscale, c'est le genre d'initiative dont on profite. Tout ce qui vient augmenter le risque fiscal, même si on n'a pas l'information directement, vient nous aider. Mais
Donc, davantage d'informations. C'est sûr que nous, des initiatives comme ça, ça nous aiderait dans le travail qu'on fait. Maintenant, je crois que ce qui va se passer avec l'OCDE va atteindre à peu près les mêmes objectifs, mais dans un cadre beaucoup plus large, où là, on parle, je pense, de 70 pays qui sont rendus, qui ont signé l'accord multiparti. Là, donc, on va profiter de ça. Merci. Monsieur le député de Beaucenar. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Messieurs Paquin-Martineau et Amachi. Alors, votre exposé fut fort intéressant. Moi, juste une petite question d'entrée de gamme. Quelle est la province au Canada qui est considérée comme un pays fiscal? Comme une province fiscale, un avantage fiscal ou un paradis fiscal? La province du Canada où c'est le plus intéressant d'y opérer une fiducie ou... Bien, souvent, la province qu'on va voir, c'est l'Alberta. L'Alberta? À cause des taux d'imposition qui sont plus bas. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont des phénomènes comparables avec certains États là, où il y a une concentration particulière. Et c'est sûr que l'Alberta, à cause de ses taux d'impôt sur le revenu particulier. Est-ce que vous avez vu beaucoup de transferts vers l'Alberta, de fiducie ou de... Bien, comme M. Martineau le mentionnait tout à l'heure, on a eu un certain nombre de montages PFA qui impliquaient l'Alberta. Le dernier jugement qu'on a eu en cours du Québec, c'était une fiducie qui prétendait résider en Alberta. Donc, ça peut arriver. Mais c'est pas exclusivement là. C'est une des régions qui est intéressante parce que c'est au Canada, puis le taux d'imposition est plus bas. Mais il va y avoir des planifications montées pour aller à l'extérieur du Canada, comme il peut y avoir des planifications qui sont montées seulement pour fractionner le revenu. Fractionner le revenu au Québec. Si vous le fractionnez, bien là, vous profitez des écarts de taux dans notre propre table d'imposition. Merci. Question, comment il y a de fiducies canadiennes ou étrangères actives au Québec? Est-ce que vous avez un nombre? Inscrites aux richesses des entreprises, mais c'est des fiducies qui exploitent une activité commerciale au Québec. Oui, des fiducies actives. Ça fait à peu près 630. Pardon? 630. 630? Qu'on a au registre des entreprises, là, présentement. C'est pas la totalité des fiducies, ça, c'est certain. Là, je parle pas des fiducies testamentaires, là, mais celles qui se sont inscrites au registre des entreprises parce qu'on leur a demandé de le faire, parce qu'ils ont une activité commerciale au Québec. Donc, 630 que vous considérez actifs. Oui, c'est ça. Que Revenu Québec considère actifs. Qui sont inscrites à Mais Revenu Québec. Une non-résidente canadienne qui exploite un immeuble au Québec, elle ne sera pas nécessairement dans ce 630-là. Je n'ai pas un inventaire complet. C'est la grande difficulté avec les fiducies, c'est de connaître l'ensemble des fiducies qui existent, qui sont leurs constituants, qui sont leurs fiduciaires, qui sont leurs bénéficiaires. Il y a certaines juridictions qui ont créé des registres, par exemple. Même, on parle en France d'un registre qui est aux seules fins de l'administration fiscale. Donc, ce n'est pas un registre qui est public, vous ne pouvez pas le consulter. Mais l'administration fiscale française connaît sur son territoire l'ensemble des fiducies avec les informations pertinentes. Ouais. C'est un enjeu. OK. J'imagine que vous ne pouvez pas avoir d'entente fiscale s'il n'y a pas d'accord entre les pays. Vous ne pouvez pas avoir d'entente fiscale avec un autre pays s'il n'y a pas d'accord avec les deux pays comme tels. Comme on disait, j'imagine que le Canada ne peut pas avoir strictement un accord fiscal, mettons, avec, je ne sais pas, la Barbade, sans avoir l'accord du gouvernement de la Barbade, avec le gouvernement du Canada. Est-ce que ça se les peut... accords passent tous les accords, sauf un, passent nécessairement par le Canada. Oui. Puis les échanges d'informations passent par le Canada. Mais il y a l'accord avec la France qui est un cas. Ma question, est-ce qu'on peut avoir un accord fiscal sans avoir une entente entre les deux pays? Monsieur Paquin? Bien, c'est soit que c'est une convention fiscale, donc la convention va venir conventionner là, les taux d'imposition, les conditions de rapatriement. Puis ça peut également être seulement une entente d'échange d'informations. Mais quand il y a une convention, elle vient avec une entente d'échange d'informations également, là, pour qu'on puisse vérifier là, les faits. OK. Merci. Monsieur le député. D'après vous, vous êtes à l'Agence du revenu, ça serait ma dernière question. D'après vous, on sait qu'il y a de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. On sait qu'il y a aussi qui sont à la limite de la légalité. D'après vous, quels sont les plus grands obstacles et qui pose ces obstacles-là lorsque vous voulez avoir des renseignements sur les paradis fiscaux? Puis, écoute, est-ce que c'est les grands bureaux? Est-ce que c'est les
les institutions financières? Est-ce que c'est, d'après vous, quel est le plus grand obstacle pour obtenir des renseignements en ce qui concerne les paradis fiscaux et l'évasion fiscale? M. Paquin. Mais comme je l'ai dit au début de mon allocution, c'est souvent, dans le fond, le fait que la politique fiscale va manquer de transparence. Donc, le pays va avoir une politique fiscale plutôt discrétionnaire, qu'il n'y aura pas d'échange d'informations entre ce pays-là et nous, et qu'il va y avoir un secret bancaire important. Donc, c'est la combinaison de ces éléments-là font en sorte que c'est très difficile d'obtenir de l'information. Quand on a un soupçon, puis qu'on communique avec le contribuable, bien là, on dépend un peu de la collaboration du contribuable pour nous donner de l'information. Puis si tout est extraterritorial, puis que le contribuable n'a aucun actif ici, là, c'est certain que s'il n'y a pas de collaboration avec le contribuable, ça rend notre tâche plus difficile pour monter un dossier puis établir si oui ou non il y a eu évasion fiscale dans ce cas-là. Merci. Merci, ça en vient, moi. Monsieur le député de Mercier. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bravo d'abord pour le travail qui est fait à Revenu Québec. On sent qu'il y a une volonté. Mais sentez-vous le besoin d'avoir plus de budget, plus de moyens à y consacrer à la lutte à l'évasion fiscale? Parce que c'est un travail particulier. Vous avez parlé de toutes les, je dirais, l'énorme pression qui vient du fait qu'à chaque fois les tactiques changent, des planifications fiscales agressives regorgent de brillants fiscalistes, avocats, comptables dans des grandes firmes qui trouvent les moyens de faire légalement de l'évitement fiscal. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez besoin de plus de moyens pour aller là où vous pensez que vous pouvez aller? M. Paquin. Je dirais, globalement, on a les ressources nécessaires au niveau de l'agence, là, en termes d'organisation matérielle, financière, en termes d'organisation humaine. Je pense qu'on doit, là, naturellement, parfaire nos informations, nos connaissances, nos outils, puis tout ce qui est nos méthodes quantitatives pour détecter. Au niveau des ultra-spécialistes, c'est certain qu'il y a un phénomène de marché où ces spécialistes-là vont probablement gagner une rémunération beaucoup plus importante dans le secteur privé que dans le secteur public. Au fur et à mesure qu'on avance puis qu'on rend les planifications plus difficiles, au fur et à mesure que le mouvement international resserre l'étau, bien, je crois que ces métiers-là vont devenir moins populaires et moins nombreux. Et donc, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait, comme entité publique, aller concurrencer au strict point de vue pécunier des rémunérations qui sont... C'est quoi le budget que vous consacrez actuellement à la lutte à l'évasion et l'évitement fiscal? C'est quoi pour parler de moyens? Bien, si je prends globalement, là, on a à peu près 4000 personnes qui sont affectées au contrôle fiscal puis à la récupération fiscale. Non, mais ça, c'est l'ensemble des particuliers. Ouais. Moi, je parle vraiment de la lutte, par exemple, au PFA. Tout ce qui touche les fiducies à l'étranger, l'évasion fiscale des sociétés. Ouais. Je n'ai pas un chiffre, là, comme je vous dis, dans les 4000, il y en a plusieurs là-dedans qui vont travailler au niveau international. On fait une vérification complète de 1/3 des entreprises qui ont des revenus de plus de 60 millions par année. Je m'excuse. Donc là-dedans, on touche un peu l'international. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie qui est là-dedans et on a des équipes spécifiques. Alors, comment pouvez-vous dire que vous avez des moyens? Comment, si vous n'avez pas une évaluation précise, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais il me semble important, parce que c'est un sujet délicat. Vous savez que le ministre... Moi, j'ai parlé en 2006 à Yves Séguin, un ancien ministre des Finances, qui avait consacré 17 millions dans le premier exercice à la lutte à l'évasion et l'évitement fiscal. Ça avait rapporté 150 millions de dollars. Il aurait voulu pouvoir consacrer les 150 millions de dollars sur 3 ans, le remettre dans le pot pour faire la lutte à l'évasion fiscale, sachant très bien que ça allait rapporter, qu'on allait avoir des gains substantiels. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais dès 2006, lorsqu'il a été appelé à commenter une fois qu'il avait donné sa démission, qu'est-ce qu'il entreverrait? Bien, il disait qu'il faut consacrer 50 millions de dollars par année au moins à ça au début pour débuter. Avez-vous ça actuellement comme budget, 50 millions de dollars? On a plus que ça. Pour faire la lutte à l'évasion fiscale? Ah oui. Pouvez-vous me décrire par exemple? Définitivement. Il n'en faudrait pas plus? Bien, comme je vous dis, moi, je pense que globalement, on a les ressources matérielles, financières, informationnelles, humaines
Puis on a les stratégies. Mais vous avez dit qu'ils sont très sophistiqués, puis ils échappent tout le temps. Où est-ce qu'il peut y avoir un phénomène de marché? C'est d'avoir, par exemple, d'embaucher des ressources qui sont très connaissantes dans les montages ultra. Parfait. Donc, il vous faut de l'argent. On en embauche, on en trouve, parce que ces gens-là ont d'autres motivations que de gagner d'énormes revenus. Mais je ne vois pas comment qu'on pourrait juste vous dire, aller sur le marché concurrencer c'est pas nécessaire. Des salaires de $1 million par année, par exemple. Mais c'est parce qu'il en va de campagne, par exemple, aussi. Mais je ne crois pas que ça nous nuit. L'impôt, ça fait longtemps qu'il y a certains secteurs qui le déprécient, qui vont faire des campagnes vraiment agressives pour déprécier la valeur de l'impôt. D'accord? Alors, je crois que collectivement, si on veut améliorer notre sort, il faut réinstituer la noblesse de l'impôt. Donc, le ministère de Revenus peut très facilement, au lieu simplement de faire des campagnes de... Bon, c'est nécessaire aussi des campagnes pour faire peur et indiquer aux fautifs les conséquences. Mais aussi, on a besoin de campagnes de promotion, montrer c'est quoi le rôle de l'impôt, quel rôle ça joue pour venir, disons, réinstituer une nouvelle culture civique et citoyenne plus responsable de la part des individus et des corporations. Ça demande des sous. Lorsqu'on calcule à partir du document de préparation de la Commission, c'est les chiffres du Fonds monétaire international. Quand on applique à Québec, en vertu de notre poids relatif dans l'économie mondiale, notre PIB par habitant, actuellement, là, c'est 107 milliards de dollars de l'argent du Québec. Ça, c'est leur évaluation, puis c'est la moyenne. C'est le 26 000 milliards que j'ai pris, le chiffre moyen entre 21 et 31 000 qui est avancé, d'accord? Ça fait quand même près de 110 milliards de dollars de l'argent de l'impôt. Écoutez, Mercier, je dois vous interrompre, malheureusement. Vous êtes terminé? Courte, je vous laisse 10 secondes. Estimez-vous raisonnable que quand il y a autant d'argent, qu'on consacre plus d'efforts à essayer d'aller chercher l'argent qui revient aux Québécois? M. Paquin, pour te répondre. Oui, puis je crois que le gouvernement, depuis quelques années, a investi beaucoup dans la lutte à l'évasion fiscale. On en est témoin. On a ajouté beaucoup d'effectifs à l'Agence du revenu pour ça. Puis, effectivement, avec des retombées financières pour le Québec qui sont très intéressantes, c'est souvent du 10 pour 1. $1 investi en rapporte 10. Et on continue de le faire. Puis, ce qu'il faut, je crois, c'est raffiner nos méthodes, utiliser davantage et mieux l'information qu'on obtient, devenir de plus en plus stratégique dans nos interventions. Vous parliez de l'importance de payer les impôts, puis j'en ai fait un point tout à l'heure. Je pense que c'est fondamental. Il faut également rappeler l'obligation morale des gens de se conformer, parce que ça sert à payer des services sociaux qui sont très importants. Puis, je pense que ça, c'est un levier sur lequel on doit jouer. M. Paquin, je vous remercie, vous et votre équipe, d'avoir participé à cette commission. Je dois vous dire cependant que je n'exclus pas la possibilité que la commission puisse avoir des questions additionnelles à vous poser à l'Agence de revenus. À ce moment-là, on va vous les acheminer par écrit et si vous êtes assez gentil de répondre à ces questions-là. Donc, je n'exclus pas cette possibilité. Donc, merci de votre participation. Merci à tous les gens de Revenu Québec qui ont participé.